up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous découvrez cette émission. Alors donc un nouvel épisode de la série Fait Croquer. Alors je répète un petit peu ce qu'est Fait Croquer pour celles et ceux qui découvraient ça pour la première fois. C'est une émission dans laquelle on rencontre celles et ceux qui questionnent le cinéma à leur manière sur Internet. Donc ça peut être des revues de cinéma, ça peut être des blogs, des vlogs ou les youtubeurs. Aujourd'hui je suis assez content parce qu'on va parler d'une revue de cinéma et comme moi je viens personnellement de cet aspect-là de la critique, c'est-à-dire la revue de cinéma et en ligne, là aujourd'hui on va discuter avec l'un des deux cofondateurs du site de la revue qui s'appelle Mathieu Lebert et la revue s'appelle Close Up Mag. Bonjour Mathieu, je suis très content que vous ayez accepté cet entretien. Bonjour Samir, merci de l'invitation. Bon, alors je sais que vous avez un peu regardé les différentes émissions que j'avais faites avec d'autres invités, donc vous savez qu'il y a une première question que je pose, à savoir la fameuse image marquante. J'aurais voulu connaître vous votre image marquante. Ça peut être un extrait d'un film, ça peut être aussi une peinture, une photographie, quelque chose qui soit lié à l'image et qui vous aurait marqué et peut-être même accompagné jusqu'à votre initiation cinéphilique. Voilà, en gros, quelle est votre image marquante? J'y ai un peu réfléchi en ayant vu les précédentes émissions et ce qui ressort inévitablement, c'est la vision du Gotham City de Tim Burton dans le Batman de 89, où D'accord? enfant, quand j'ai vu le film à l'âge de 3, 4, 5 ans, j'ai compris qu'il y avait multiples possibilités pour créer de nouveaux univers. Là, c'était très différent du Superman de Richard Donner, par exemple, où il se servait de New York pour faire son métropolis. Le Gotham City de chez Tim Burton, c'est de l'invention pure, c'est que du studio, c'est des maquettes. Et là, j'ai vraiment compris que avec le cinéma avec lequel je commençais à apprécier, et j'appréhendais un peu en quelque sorte, euh, il y avait différentes possibilités en fait. Donc c'est vraiment avec ce film-là où j'ai compris les possibilités du cinéma. Avant, vous regardiez quoi exactement comme genre de film? Est-ce que vous alliez au cinéma ou est-ce que vous êtes plutôt un enfant de la télévision? Moi, je suis un enfant de la VHS. Donc, Et d'accord. de la VHS et de Canal+ à l'époque parce que à la maison on est abonné et donc la possibilité de la VHS. Mais ouais, au cinéma très peu. J'allais souvent pas, comme tout le monde, voir les Disney à Noël. J'ai le souvenir de Oliver et compagnie qui m'avait marqué. Et donc on avait dû me sortir un peu de la salle parce que j'avais peur d'une séquence d'attaque. Mais non, je suis vraiment un gamin de la VHS, En fait, Vito Club, tout ça. quand je parlais de la télévision, dans ma tête, je voulais parler du magnétoscope. Je me suis mal exprimé. En fait, D'accord. c'était est-ce que vous avez découvert le cinéma avec la petite lucarne comme moi? Je suis aussi un enfant de la VHS, beaucoup plus de la VHS que du cinéma. J'ai commencé tardivement à voir des films au cinéma, très tardivement. Mais donc c'était ça la question et c'est vrai que alors la VHS et je vais revenir sur le Batman, mais dans quelques minutes. Juste par comme on parle de VHS, est-ce que pour vous c'était avant d'être un film à l'intérieur ou même deux ou trois films, parce que parfois on pouvait aussi enregistrer plusieurs films. Est-ce que c'était d'abord aussi un objet assez important pour vous, cette fameuse cassette vidéo qui était assez épaisse et assez grosse? Euh, Au départ, non, c'était que des films. C'était vraiment la possibilité de voir des films. Ensuite, maintenant, avec que le fait que le format ait disparu et que j'ai gardé l'objet comme une certaine Madeleine, c'est devenu quelque chose de collector. C'est une collection. Dès que j'en trouve, je les achète, même si je peux pas les lire. Ou, enfin, il me reste 2 ou 3 magnétoscopes dans le grenier, mais euh, j'aime bien les regarder, j'aime bien les retrouver. C'est devenu aujourd'hui quelque chose, un objet de collection, mais à l'époque c'était vraiment pour voir des films, quoi. C'était le moyen d'eux pendant très longtemps jusqu'au DVD. Hein. J'ai même pas passé le cap du laserdisc ou autre format. C'est vraiment le format à la maison phare jusqu'à l'arrivée du DVD. Ouais.
Et est-ce qu'il y avait comme ça des cassettes vidéo qui traînaient, dans lesquelles il y avait des films qui avaient été enregistrés soit par votre père ou par votre mère et que vous découvriez? Donc, c'est-à-dire l'idée même que dans une cassette, il peut y avoir deux films, donc il y a un montage un peu particulier, deux films qui peuvent parfois ne pas se ressembler au niveau du genre, au niveau de... Et ça, c'est une question que je pose assez souvent parce que ça peut aussi participer un petit peu plus tard à notre façon de voir les choses, de monter aussi les images que nous avons. Donc, est-ce que vous êtes retrouvé parfois dans dans ce cas de figure? Moi, j'ai lancé une VHS où il y avait pas rien d'inscrit dessus. Je suis tombé sur Terminator 2, donc vous imaginez le Le choc. choc? Mais est-ce que vous vous souvenez du programme télécassette où il y Ouais. avait toutes ces fameuses jaquettes de tous les films diffusés par la semaine et qu'on Et tout, ouais. découpait et on Hmm. se faisait des super jaquettes. Moi, ça a été ça toute mon enfance. C'est-à-dire que toutes ces jaquettes-là qu'on traînait un peu à droite à gauche ou qui étaient insérées dans des jaquettes comme je me souviens de mon grand-père qui avait une VHS qui était Freddy 3 avec cette Mhm. fameuse jaquette affiche de Laurent Melki que j'ai mis des années avant de lancer parce que rien que la jaquette me faisait peur. Et le jour Mhm. où j'ai lancé le film, j'en ai pas dormi pendant 15 jours. Donc ça reste mon Freddy phare aujourd'hui encore parce que je le revois encore avec cette vision de l'époque. Mais non, non, c'est plutôt les jaquettes de télécassettes comme ça qui m'ont fait fantasmer. Je me souviens celle des oiseaux qui traînait en Oui. dessous la télé, que j'ai mis des années aussi à voir et qui m'a perturbé pendant quelques jours. Surtout notamment la séquence de l'oiseau qui mange l'œil dans la chambre. Euh, et ensuite, je me souviens aussi de la jaquette de Major Dundee de Sam Peckinpah, film qui reste que j'ai toujours pas vu aujourd'hui et qui reste dans ma tête, cette fameuse jaquette. Donc non, c'est essentiellement ça et les jaquettes que j'allais admirer dans les vidéoclubs parce qu'il y en avait un peu partout à l'époque. Hein. Les plus jeunes ne sauront jamais, mais il y en avait un peu quand même beaucoup à l'époque. Et pendant que mes parents allaient faire des courses, moi je m'extirpais dans le vidéoclub et je faisais le tour 36 fois du magasin. Même le vendeur se posait des questions de qu'est-ce que je foutais là, à regarder toutes les jaquettes. Et pendant 1 heure, je faisais le tour et en essayant de trouver une excuse pour savoir si je pouvais pouvoir en louer une avec ma mère, mais à chaque fois impossible. Mais non, c'était ça. C'était surtout ça, les jaquettes. Et c'est beaucoup les jaquettes qui m'ont fait fantasmer parce que je les ai souvent admirées avant de voir les films. Les jaquettes, en gros, c'est un peu les affiches de films qu'on voit au niveau de la devanture d'une salle de cinéma. En tout cas, c'est comme ça que je le prenais, moi. Je sais pas si ça vous parle, ça, le Oui, fait c'est que... ça. Oui, oui, Hmm. exactement. Ouais. Oui, oui, parce C'est que moi, ça. j'avais pas beaucoup de cinéma aux alentours de chez moi. Fallait vraiment se déplacer, prendre le RER, tout ça. Et donc, c'était vraiment les affiches pour moi, ça a longtemps été les jaquettes, ouais. T'as entendu des jaquettes. Rappelez-moi, le film Batman, ce sont vos parents qui vous y ont emmené voir le film. Non, il passait sur Canal+ le lundi soir, parce que à l'époque, il passait pas de séries télévisées le lundi soir, mais il passait des grands blockbusters. Et donc ce lundi soir-là, c'était Batman. Et je suis descendu pour toute l'histoire. J'étais malade, j'avais 4, 5 ans, et je suis descendu totalement malade. Et au milieu des escaliers, j'ai aperçu le film qui regardait. Et j'ai oublié mon mal que j'avais à ce moment-là, et je suis resté pendant 10-15 minutes avant qu'on s'aperçoive que j'étais au milieu de l'escalier en train de Ouais. regarder le film. Je suis tombé sur la fameuse séquence où le Joker serre la main de son ennemi au bout de la table et le crame. Et vous imaginez à 5 ans de voir un enfant qui tombe sur cette séquence-là avec un mec qui rigole de tous les côtés, et ensuite Gotham City qui s'ouvre à moi. J'étais complètement fasciné et j'ai eu le bonheur de savoir que mon père l'avait enregistré à ce moment-là, et donc j'ai pu le revoir et c'est le film que j'ai plus vu de ma vie. Mais je trouve ça extraordinaire comme décor, le fait que vous soyez caché pour regarder ce film-là et qu'au bout d'un quart d'heure, vos parents vous chopent. Moi, je trouve ça vraiment. Enfin, je trouve ça, c'est limite même les souvenirs de Truffaut, quoi. C'est un peu comme ça. Je trouve ça fascinant, en tout cas. C'est incroyable. Est-ce que vous avez eu dans votre vie ce qu'on appelle des passeurs? Un moment ou un autre, soit vos parents, ou vous avez parlé de votre grand-père aussi. Est-ce qu'il y a eu Ouais. comme ça des pions qui à un moment vous dit, tiens, tu devrais regarder ça, tu devrais regarder ça, tu devrais regarder ça. Alors jamais, on m'a jamais dit tu dois regarder ça. C'est surtout à chaque fois je me suis imposé en disant avec mon grand-père qui regardait aussi beaucoup de films et qui en les regardant je m'asseyais à côté de lui et je le regardais.
J'ai des souvenirs pas à cet âge-là, un peu plus vieux, quand j'étais ado, à découvrir avec lui du Argento ou je me dis qu'est-ce que tu regardes? Il me dit bon, c'est un film italien, un film de meurtre italien. Je m'assois à côté de lui, c'était du Argento, mais je l'ai su après que c'était du Argento. Je l'ai pas su sous le coup. C'est un giallo. Je fais bon, ça a l'air d'être l'esthétique du film. Enfin, j'ai été pris tout de suite dessus, alors que le film avait commencé depuis un quart d'heure. Et je me suis assis et c'est pareil. J'ai eu la même expérience beaucoup plus jeune et c'est pour ça que c'est aussi l'un de mes films phares de regarder avec lui Greystoke avec Christophe Lambert où je tombe dans cette jungle totalement refaite en studio, des singes fascinants, les maquillages. Christophe Lambert que j'avais déjà vu dans Highlander auparavant et je me dis mais c'est quoi ce film et il me dit c'est Tarzan. Alors, je fais bon bah, c'est Tarzan, je regarde mais plus le film avançait mais je fais mais c'est pas Tarzan, ça c'est pas possible, c'est pas celui qui hurle de liane en liane, et c'était Greystoke et c'est devenu l'un de mes films les plus ce film me fascine à chaque fois que je le regarde quoi parce qu'on n'en fait plus des films pareils. Plus jamais, je ne retrouve plus cette sensation. Aujourd'hui quand on fait Tarzan avec par David Yates pardon, c'est sur fond vert quoi, c'est pas c'est Mais, totalement différent. mais sans faire de la psychologie, de la psychanalyse de bazar, mais il y a aussi le fait que vous ayez découvert Greystock à un âge qui était l'enfance. Et là, Ouais. aujourd'hui, c'est carrément différent. Certes, peut-être il y a ça aussi un peu qui en joue, je veux Peut-être, dire. oui, sûrement, oui, oui, sûrement, oui, oui, sûrement, parce que j'en ai pas encore discuté avec des enfants qui ont vu le Tarzan le dernier Ouais. Tarzan de chez Warner, mais oui, c'est vrai que oui, c'est Mais surtout. ce qui est assez fascinant, c'est le rapport que vous. Enfin, ce qui est assez fascinant, c'est que très vite, enfin, les films qu'on vous laisse voir, hein, ce sont surtout des films pas forcément réservés à un public d'enfants. Et très vite, on vous considère face au cinéma comme un adulte. Et je trouve ça Euh, assez incroyable, hein. Parce que mon grand-père était à côté de moi et des fois un peu trop permissif avec moi, peut-être, alors que ma grand-mère derrière essayait de me me sortir du salon et me dire qu'est-ce que tu regardes là, comme la fameuse séquence une fois du premier Terminator quand il se répare dans la chambre dans le motel et là ils se sont aperçus de ce que je regardais et ils m'ont coupé le film quoi et, euh, mais bon je l'ai récupéré derrière et j'ai vu la fin mais oui 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 il y avait mon entourage était bien trop occupé à faire autre chose derrière pour regarder vraiment le programme qui était devant mes yeux quoi mais j'ai pas été choqué et autres hein, on m'a toujours et à côté je regardais des dessins animés quand même hein, moi, je suis un gamin de l'époque qui a pu profiter de Tintin à la première, les premiers épisodes de Tintin quand ils ont été diffusés sur France 3 à l'époque. J'ai pu en profiter en prime time, quoi. Donc, à côté, j'avais quand même un certain équilibre. Hein, faut pas. Je n'ai pas vu que ces films-là. C'est juste que maintenant, c'est ces films-là dont je garde le premier souvenir. Le premier souvenir. Alors, j'ai bien entendu le fait que vous me parliez de Batman comme une forme de révélation, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, vous vous aperceviez que le cinéma avait une capacité extraordinaire et illimitée de recréer quelque chose et en faire une fiction. Donc ça, c'est un moment, je pense, important dans votre vie, ça l'est. Mais est-ce qu'il y a eu aussi d'autres moments où vous vous êtes aperçu que le cinéma, et là je parle beaucoup plus aux critiques de cinéma, Mhm. là, donc c'est-à-dire avec l'idée de se dire, tiens, je vais essayer de faire mon propre film en réfléchissant, en parlant avec d'autres personnes. À partir de quand vous vous êtes dit, tiens, le cinéma, ça peut être autre chose? Quand j'ai découvert une série d'encyclopédies écrites par Pierre Tchernia, où il avait fait plusieurs volumes et ça s'intéressait aux 100 films ou une sélection de films fantastiques, horreur, épouvante, comédie. Il y avait toute une sélection comme ça que j'avais trouvé dans une médiathèque ou je crois que c'était au CDI. Et là, j'ai commencé à lire beaucoup. Là, j'ai retrouvé des images, j'ai retrouvé des analyses, j'ai retrouvé une histoire de cinéma. Et, euh, et là, ça a commencé à attiser ma curiosité. Avant, je faisais que de regarder des films pour m'occuper, en gros. Objet fascinant, mais c'était vraiment pour m'évader et autres. Et ensuite, à ce moment-là, quand j'ai découvert ces encyclopédies, j'ai commencé entre midi et deux, des fois, à aller au CDI ou le mercredi aller à la bibliothèque et aller dans le rayon cinéma pour voir les livres. Alors, il y en avait certains, c'était un peu trop compliqué pour moi à l'époque, mais ces petites encyclopédies très ludiques
ont permis de m'ouvrir et de m'apprendre et de m'expliquer ce qu'il y avait devant mes yeux. Mais je crois me souvenir de cela. C'est donc plusieurs bouquins qui parlent de genre, surtout le C'est cinéma ça. américain. Mhm. Et je me souviens qu'ils avaient un moment où il y avait un bouquin sur le polar, les films policiers ou le polar, bah, c'est à peu près la même chose. Ils parlent du parrain, ils parlent des choses comme Oui, ça. Et puis oui, oui, oui. il y a des photos et des textes. Je crois que Mhm. je me souviens, oui, oui. Je vois très bien Ouais. je vois très très bien. À partir de quand vous avez commencé à vouloir être ce genre de spectateur qui, après avoir vu un film, a besoin d'en parler et surtout à écrire dessus. Euh, Après, c'est la découverte de ces livres-là, et après en traînant un peu dans les librairies où j'ai commencé à acheter Première, j'ai commencé surtout à acheter Mad Movies, où là j'avais des photos de fous, une vraie folie de photos euh, qu'on retrouve plus jamais maintenant, mais euh, où c'était osé, il y avait du sang, c'était plein cadre. Et là, j'ai commencé à lire les textes, à m'apprendre les dessous l'envers du décor. Ces magazines-là, ouais, première pour le côté critique au départ, pour m'apprendre la grammaire, et ensuite Mad Movies pour les images et pour le côté fascination un peu encore du cinéma, où je me disais qu'avec cette revue-là, j'avais encore tellement de films à voir, tellement de films à voir. Et première, c'était pour me tenir au courant un peu, parce qu'il y avait beaucoup de news, beaucoup d'actualités, il y avait beaucoup de critiques, et donc ça me tenait au courant de savoir qu'est-ce qui pouvait sortir et ce que je pouvais retrouver au vidéo club après. Mais Mad Movies, les films ne sortaient pas forcément, on les retrouvait quelques années après en VHS, et donc là, c'était vraiment pour le côté m'apprendre un peu surtout voir les images, parce que c'était important à l'époque. Il n'y avait pas autant de bandes annonces que ça aujourd'hui avec YouTube et etc. Là, on regardait Mad Movies vraiment pour voir des images, pour apprendre des films, comme, pour nous raconter des films en fait. C'était quelle période ça à peu près, si vous deviez les dater? Euh, je crois que ça a dû commencer aux alentours de 1995, je pense. Oui, j'avais 9 10 ans. Ah ouais, c'est D'accord. ça. Ouais, 95. Et puis après, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Alors, j'étais pas abonné ou autre. Hein, j'allais un peu derrière le dos de mes parents, aller les chercher dès que j'avais un peu de monnaie, mais où je demandais de l'argent de poche à ma grand-mère qui me permettait de les acheter derrière. Mais j'ai commencé à lire beaucoup, ouais, beaucoup Mad Movies, ouais. Mm. Beaucoup de Surtout, movies. ouais. Mm. D'accord. Oui, parce que je retrouvais il parlait de Batman encore, il parlait d'Indiana Jones, il y avait des fois il parlait de James Bond, donc c'était tout mon cinéma. Première n'était pas forcément à l'époque. Première, ça arrivait après, parce qu'il montrait pas un peu, il m'attirait pas par ça en fait. Euh, C'était beaucoup plus cinéma français, enfin cinéma américain, mais en tant qu'enfant, j'étais beaucoup plus sur le Mad C'est notre Movies. genre. Ouais, voilà, j'étais beaucoup plus Mad Movies qui réussissait un peu à m'attirer avec des couvertures un peu pas de- assez osées quoi. Est-ce que plus vers la vingtaine, quand vous avez commencé, voilà, vous aviez des plumes dont vous aimez bien lire les articles, ou alors des émissions de radio que vous écoutiez, toujours axées autour de la critique de cinéma. Plume, non. C'est bizarre, mais j'y ai pensé à un moment où c'est vrai que j'ai jamais eu de plume. Je peux vous citer peut-être deux, mais ça a surtout été à la télé, Mhm, où je me rappelle de Laurent Veil sur son émission de Ciné 6, je crois, mhm. qui passait le dimanche matin, où je regardais toutes les semaines. Je me souviens de lui un peu comme qui me présente le cinéma, un peu l'actualité. Et ensuite, ça a été beaucoup le la verve de Yannick Dahan, Mhm. que j'ai commencé à voir dans Opération Frisson ensuite. Et là, j'ai commencé à me dire ah ouais, c'est pas mal. Lui, il me passe bien le truc. Il me passe bien le truc. Lui, toutes les semaines, il me donnait envie de voir les films, quoi. Même quand c'était négatif et que c'était sur du Steven Seagal ou autre, ça me donnait envie d'aller voir le film à chaque fois, quoi. Et là, j'ai commencé un peu à dire ah ouais, j'aime bien le métier. Ah, voilà. J'aime bien Donc le métier. c'est ça qui vous a poussé un moment à Ouais, se. ouais, parce que j'avais envie de côtoyer ces mecs-là qui me parlaient de cinéma comme ça. Mais quand même la critique, ça a été avant parce que je,
très jeune, j'ai commencé à faire des calepins dans des répertoires où je faisais des tableaux, je mettais mes notes, ce que je retrouvais chez Mad Movies par exemple dans leur page où il y avait des notes. Je crois qu'à l'époque ils le faisaient déjà, mais c'est surtout aussi Première qu'ils le faisaient avec des petites étoiles et des notes. Et moi j'ai commencé à faire mes classeurs un peu. Je notais les films que j'avais dans ma collection, les films que je voyais, je mettais des notes, je mettais les genres, je faisais une petite critique qui était pas très développée, pas très finaude à l'époque, mais je les ai encore, ils sont dans le grenier, des fois ça me fait marrer de les lire. Ah, vous les avez gardés, c'est Ouais, important je les ai ça. gardés, ouais. Et je décorais ces calepins, vous savez, avec les cartes qu'il y avait, les fiches qu'il y avait qu'on découpait dans Première. Exactement, oui. Et donc ça, je recollais tout au scotch pour en faire une espèce d'encyclopédie à moi où j'avais tout répertorié, tous mes films que j'avais en VHS et tous les films que je regardais à l'époque. Et après, j'ai dû arrêter parce que je suis parti sur autre chose, mais j'ai bien rempli deux trois calepins de films comme ça énormes. Et donc j'avais déjà cette prédisposition à vouloir établir Et des puis, et petites puis, su- critiques à chaque film, quoi. et puis surtout, vous étiez, enfin, vous êtes en train de monter un journal là. Vous montez un journal Ouais, c'est en vrai faisant maintenant ça. ouais, c'est vrai que maintenant que vous le dites, un peu, ouais. Enfin, si je peux me permettre, c'est carrément ça, hein. Vous Ouais, faites un ouais. petit montage, vous êtes en train de réfléchir sur la maquette iconographique, tout ça, c'est exactement ça. Avant d'arriver à Close Up Mag, j'imagine que vous avez dû écrire un peu à droite à gauche. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours quand vous commencez à faire de la critique de cinéma? Quand je commence à faire de la critique de cinéma, j'arrive en stage chez Clap Mag, Mhm, qui était une revue sur le web, qui après s'est déclinée en magazine trimestriel, je crois. Ça a duré quelques numéros. Moi j'avais commencé je travaillais sur les plateaux de tournage au départ, mhm. et je me suis aperçu que c'était pas du tout l'envie que j'en avais. Enfin, pas du tout. J'étais passé par une porte qui m'intéressait pas du tout. Et donc j'ai commencé à me rappeler et j'ai eu envie et je me suis dit j'ai plus envie d'en parler et d'échanger que de le faire. En fait, le cinéma. Et donc j'ai commencé à envoyer des CV un peu à droite à gauche, les gros magazines, Première, etc. Et un jour j'ai envoyé chez Clapmac, ils m'ont répondu et là j'ai commencé mon intégration et vraiment à apprendre aux côtés des rédacteurs en chef de l'époque là-bas, qui m'ont tout appris, qui m'ont tout appris et que je croise encore régulièrement un peu à droite à gauche dans les festivals qu'on fait et même parfois en projection presse. Et ça me fait marrer parce que c'est vraiment eux qui m'ont appris le métier, quoi. Quelle était la chose fondamentale dans le rapport à la critique de cinéma qu'ils vous ont peut-être appris? Je parle pas du côté technique, je parle de comment, quand on a une pensée, une théorie sur un film, comment la mettre en scène afin qu'elle soit assez claire dans le texte. Euh, Trouver un point de développement. Moi, j'avais toujours tendance à partir un peu à droite à gauche, à vouloir de parler de tout. Mhm. Et eux m'ont appris à m'attacher à un point et à partir de ce point-là et à en faire toute une critique. Et me dire voilà ton idée forte. Et là est ta critique. Alors tu pourras pas parler de tout, hein, mais on peut jamais parler de tout dans une critique en fait. Et donc ils m'ont appris de partir sur un point qui était le point central et de savoir développer sur une page et demie sur ce point-là. Ça ils m'ont appris ça. Après la technique, après la grammaire, parce que oui j'avais pas du tout le sens de l'écriture à ce moment-là, mais ils m'ont surtout appris à développer les points fondamentaux de ma critique. Après Clapmag, vous faites quoi? Après Clapmag, mon stage a duré quelques temps. Je suis passé rédacteur chez eux, Mhm. mais on était une équipe assez fournie, donc j'avais pas vraiment de place. Et derrière, je trouve l'opportunité de rentrer chez Retro HD, un site un site web qui était alors un peu qui cherchait une nouvelle identité un peu, qui cherchait un nouveau un peu passer la seconde, trouver un nouveau souffle, et ils ouvraient une partie cinéma, parce qu'eux étaient vraiment spécialisés dans les tests Blu-ray, tests vidéo, tout ça. C'est toujours un site référence un peu
pour ça, et donc il cherchait à ouvrir d'autres secteurs. Et donc à ce moment-là, je suis arrivé à ce moment-là pour développer un peu tout ça, et, euh, et voilà. Pourquoi vous avez voulu créer un, votre propre site, votre propre revue? C'est Alors je pas suis évident de. non, parce qu'on est resté en fait, moi je suis resté chez Retro pendant 4 ans, je crois, 4 ans. Tout se passait super bien. On a construit une équipe solide, et surtout, j'ai commencé à créer des liens avec les attachés de presse et à avoir un carnet on va dire un carnet d'adresses. C'est un peu gros à dire, mais j'ai commencé à me fournir parce que eux, ils n'avaient rien. Eux Hmm. étaient beaucoup référencés sur les vidéos et autres, mais en termes pour le cinéma, à part qu'on devait aller en salle et le jour de la sortie, et où des fois, parfois faire des rattrapages vidéo, on n'avait rien. Donc on a un peu tout construit. Et très vite, je me suis mis d'accord avec eux en disant, bah, si on veut passer professionnel et si on veut avancer correctement sur ce secteur-là, il faut contacter les attachés de presse. J'en connaissais quelques-uns quand même, parce qu'avec Clapmag, j'avais eu quelques contacts. Et donc à ce moment-là, on a commencé à construire une équipe et à construire des réseaux pour pouvoir avancer et être se mettre sur le marché un peu. Et donc après, ça a duré 4 ans où je me suis un peu occupé de l'équipe. J'avais un peu ce rôle non défini de rédacteur en chef, où, euh, où je discutais avec eux de la ligne à faire sur les différentes semaines, les différentes sorties. Je prenais contact avec les attachés de presse. Et puis à ce moment-là, on organisait ça avec l'équipe qui était sur Paris comment dire, pour traiter l'actualité. Et, euh, et ensuite, tout se passait bien. Et puis bon, ensuite, il y a eu quelques soucis. Je ne rentrerai Oui. pas trop dans les détails. Il y a eu un petit caillou qui est rentré dans la chaussure et qui a fait que il y a eu une certaine animosité qui s'est créée. Et du jour au lendemain, moi j'ai dit que je partais, que c'était plus possible, qu'on n'avançait plus dans le bon sens. À ma grande surprise, toute l'équipe est partie. Toute l'équipe. D'accord. Toute l'équipe qui était autour de moi, tout le monde est parti. Et on s'est retrouvé un après-midi sur une terrasse à dire maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça me trottait dans la tête quand même depuis un moment, parce que je sentais que ça allait plus dans le bon sens. Donc je me suis dit quelle solution il va y avoir à apporter? Qu'est-ce qu'on donne comme suite? Parce qu'on a quand même passé des années à construire quelque chose, on va pas rester là-dessus, quoi. Et donc l'idée de créer Close Up Mag, qui a été créé en septembre 2017. Avec donc Alexandre Coudray. Avec Alexandre Coudray, mon associé sur le site. Alors, quand on Voilà. crée une revue de cinéma, c'est que derrière, il y a toujours une ligne directrice, la fameuse politique éditoriale. C'est un mot qui veut dire tout et rien, finalement. Et je sais que lorsqu'on crée un site ou une revue, on veut toujours à tout prix approcher la fameuse politique éditoriale qui fait que le site a un ADN et un style. Et comme par exemple, quand on lit Trafic, on sait à quoi s'attendre. Quand on lit Première, on sait à quoi s'attendre. Est-ce qu'il y avait ça dès le départ avec Close Up Mag, d'asseoir une politique éditoriale, d'être reconnaissable, identifiable parmi tous les nombreux espaces de critiques de cinéma qu'il y avait sur le net à l'époque? C'est vrai qu'il y en a beaucoup de revues maintenant sur Internet, hein. Même à l'époque, il y en avait déjà pas mal. Trouver son identité, non, on n'avait pas cette prétention. On voulait surtout continuer à pouvoir continuer à travailler cette passion qui nous anime, parce qu'on est tous des passionnés, mais on savait ce qu'on voulait pas faire. Et ça, c'était déjà un gros point pour moi. On savait ce qu'on voulait pas faire. Je sais que précédemment, on avait toujours à faire beaucoup de news, beaucoup d'actualités. Parfois un peu à faire du clic inutile, et on devait faire beaucoup de news à côté des critiques et beaucoup à côté de nos déplacements, tout ça. Et on savait qu'on voulait pas faire de news.
Les autres le faisaient déjà très bien. Je me suis, parce que Close Up Mag a toujours été une petite équipe. On est 6 ou 7 actuellement. On n'est pas une dizaine, on est vraiment une petite équipe. Et moi, l'accent sur lequel le point sur lequel j'ai voulu accentuer a été je veux du contenu, mais du contenu riche. Des critiques toujours, pour faire l'actualité, des interviews beaucoup, parce que j'adore ça et je sais que c'est très important, même si ça n'attire pas forcément le public à tout. Mais moi, je trouve que c'est un, c'est un point fort pour un site et les dossiers. Moi, je sais que chez mes précédents postes, on faisait pas assez de dossiers. On commençait à en faire, mais on faisait pas assez de dossiers. Et je leur ai dit, il va falloir accentuer nos points là-dessus. Ça va être les points forts. Mais surtout, pas de news. Et vous le verrez sur le site, il n'y a pas de news, il n'y a jamais de news, il n'y a même pas de partie de news, il n'y a même pas de catégorie news, parce que ça, je les ai mis sur le côté, j'ai dit non, c'est niet tout de suite. Voilà. Après non, parce que je voulais. Après, il y avait des points qu'on voulait développer, mais c'était plus sur le temps. On n'avait pas non plus une grosse économie. Ça a été nos économies qu'on a mis dans le site. Depuis, on s'est un peu mieux structuré, mais j'avais des points après, notamment les podcasts que je voulais appréhender et qu'on fait depuis 2 ans maintenant. On s'est acheté un petit matériel et chaque mois, oui c'est ça, chaque mois on a une émission phare, Close Call, où on établit des gros thèmes. Le prochain est sur David Fincher. Et là on vient de passer on vient d'en faire et on vient d'enregistrer notre deuxième émission qui s'appelle Close Range sur l'état du cinéma suite au confinement et au Covid. Quel avenir pour le cinéma? Alors c'est un peu une grosse question un peu qui tâche, mais on a voulu s'y intéresser et faire un point sur l'état et notre point de vue sur le futur, quoi. Mais le podcast est accessible, là, parce que c'est ce que j'ai Oui, oui, écouté oui, ce oui, matin. c'est sur SoundCloud, Deezer et Spotify pour faire notre petite publicité. Exactement. Mais pardon de revenir sur cette notion de critique de cinéma, de politique éditoriale, parce que je pense que vous venez de là, c'est votre histoire, c'est votre jeunesse, donc c'est pour ça que je me permets de revenir un peu là-dessus. Mmh. Euh, quand on commence à regarder un peu Close Up Mag, comme je l'ai fait pour préparer cette émission, effectivement, il y a beaucoup de choses. Déjà, ne serait-ce que sur une page, il y a énormément d'informations. Vous parlez de tout, du box-office, de la critique, des films qui sont déjà sortis, des films, des classiques, ce qu'on appelle le film du patrimoine ou des classiques. Pas des vieux films parce que ça n'existe pas les vieux films selon moi. Donc ce sont des films d'une certaine époque mais qui sont intemporels, les DVD, les entretiens, c'est vrai, il y a beaucoup de et je trouve que ce ne sont pas des entretiens, je trouve que ce sont plutôt des conversations. J'ai cette Oui. impression-là. J'aime Mmh. beaucoup la conversation que vous avez eue avec Olivier Assayas. Je trouve ça vraiment assez, comment dire, à hauteur d'homme, comme dirait Hawks. Mmh. C'est-à-dire qu'on sent que vous connaissez bien le sujet, puis on sent aussi qu'Assayas est à l'aise. Et je trouve ça. Et puis vous faites surtout des retours sur sa filmographie, c'est assez beau. C'est assez Ça, rare de voir ça. ça a été une interview totalement improvisée, hein, je peux pour certifier. On voyait le film. On a fait l'interview dans le cadre de Cuban Network. Ouais. On était à Deauville et on a vu le film en projection presse le matin on n'avait pas encore vu le film que l'attaché de presse nous disait interview à midi. Et il était 9h. Et Donc vous on avez sort. accepté parce que c'est Assayas en même temps. Enfin, je veux dire, Voilà, on va dire, on avait déjà pris le contact avec l'attaché de presse en spécifiant d'accord. qu'on était intéressé, bien sûr, parce qu'on avait reçu tout le line-up du festival ASMA auparavant, mais on a appris l'interview à 9h du matin et on n'avait pas encore vu le film. Donc, après avoir vu le film, on s'est mis dans un coin, on a commencé à poser quelques questions et autres, mais je vous remercie pour pour le retour sur les interviews, parce que c'est vrai que on n'en a pas souvent, mais des tels retours, ou alors c'est la rédaction, on en parle, donc forcément c'est pas forcément objectif parfois, mais je vous remercie parce que c'est vraiment ce qu'on veut. C'est ça. On veut pas des interviews un peu trop analytiques, parce que Close Up Max ne s'adresse pas à ceux qui font le cinéma.
clairement, ça s'adresse pas à ceux qui font le cinéma. Close Up Max, ça s'adresse au public, aux spectateurs qui se dit tiens, samedi soir, qu'est-ce qu'on va voir comme film? Attends, je vais aller voir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est potentiellement bien. Ils vont faire un petit tour sur notre site et puis ils disent bah tiens, ils ont parlé de ça, ça peut être pas mal d'aller voir ce film-là ou autre. C'est vraiment pour le public et pour nos lecteurs que Close Up Mag est fait. C'est pas pour la profession qui vont préférer aller voir des revues un peu plus pointues. Mais ça n'a pas été le but à la base quand on a créé Close Up Mag de faire une revue très analytique. On fait de l'analyse, hein, on n'écrit pas des. Mais c'était surtout pour que ça soit accessible, une revue accessible. C'est ça le mot Pardonnez-moi, que je cherche. pardonnez-moi cette question un peu peut-être triviale, mais pourquoi? Pourquoi vouloir à tout prix que cela ne soit pas une revue, comment je pourrais dire ça, où il y a des articles théoriques extrêmement pointus? Je crois qu'on va revenir aux premières questions et au côté un peu psychologique, mais je crois que j'ai toujours envie de m'adresser aux gamins que j'étais. J'ai pas envie. Il y a peut-être ce côté un peu. On a envie, malgré qu'on ait tous la trentaine. Euh, Peut-être j'ai envie de faire perdurer cette petite notion de passage. Et je crois que c'est la volonté de tout le monde dans la rédaction. C'est de s'adresser aux gamins de 5, 10, 15 ans qui va vouloir envie de lire et de partager du cinéma et qui va vouloir comprendre ce qu'on dit. Et c'est peut-être pour ça que nos interviews sont ornées de fait que ça se ressent plus comme des conversations, que nos critiques ne rendent pas forcément à chaque fois comme des, euh, comme des analyses poussées, malgré que le fait que il y a quand même des critiques qui sont assez poussées et des dossiers qui sont assez conséquents sur le site. Mais je crois que j'ai toujours voulu garder cette notion de passage et cette volonté d'être un passeur, au lieu de parler à ceux qui savent déjà de quoi on parle en fait. Vous me disiez savoir exactement ce que vous ne vouliez pas voir sur votre site, à Mmh. savoir cette manière de travailler le cinéma de ma- plutôt basique à travers les news. Est-ce que vous saviez aussi ce que vous ne vouliez pas voir dans les critiques de cinéma qui allaient qui allaient être publiées sur Close Up Mag? Je connaissais les gens avec qui je collaborais, parce que c'était l'équipe que j'avais déjà chez Retro HD, et je et en fait on a gardé un peu cette même ligne qu'on avait déjà. Ce qui veut dire que moi j'ai toujours, à chaque fois que je parle avec un rédacteur ou que je lui dis qu'on accueille un nouveau rédacteur, la première chose que je lui dis c'est que dans tes critiques c'est toi que je veux voir. Moi je veux pas quelque chose de très froid, d'analyse, je fais comme tout le monde ou je veux faire mon universitaire à vouloir. Non, c'est toi que je veux voir. C'est ta parole, c'est ton sentiment. Je veux ressentir ta personnalité à travers ta critique. Et c'est la première chose que je dis. Et quand on travaille quand j'ai travaillé avec des stagiaires, par exemple, ou je travaille avec des nouvelles plumes, on travaille dans ce sens-là. Je fais qu'est-ce que tu as ressenti à travers le film, où tu es dans ce film-là en fait. Et c'est ça que je veux que ressentir en, en principe, en premier lieu, c'est ça que je veux ressentir en fait. Où tu es par rapport à ce film-là. Après l'analyse, ça vient parce que de toute façon, on dit toujours les mêmes choses à peu près, ou c'est facile d'aller faire des recherches sur Internet, d'aller trouver les informations autour du film. Moi, je me suis retrouvé avec des critiques où je me suis dit, mais bon, c'est ce que l'autre a déjà dit sur l'autre site, ou c'est ce qui a déjà été écrit sur le magazine, ou dans tel livre, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout, parce que finalement, on fait que de rabâcher toujours les mêmes choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est le rédacteur. Et c'est ce qu'il y avait principalement chez Mad Movies, particulièrement. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette revue-là, c'est parce que à chaque texte, on ressentait le rédacteur qu'il y avait derrière. Il y avait du Yannick Dahan, il y avait du Rurik Salé, il y a du Alexandre Poncet, pour ne citer que, ou du Laurent Duroche. Et moi, c'est ce que je dis chez, je peux revenir à Opération Frisson, où on ressent Yannick Dahan à chaque parole.
Et moi, c'est ce que je veux ressentir quand je lis une critique de de mes collaborateurs, c'est de savoir où ils sont à l'intérieur de ça. De la subjectivité totale, quoi. Ouais, tout en gardant une certaine objectivité quand même. Qu'est-ce que vous pensez, je pose la question là au rédacteur en chef d'une revue de cinéma en ligne dans laquelle il y a de l'écrit et Mhm. aussi de l'oral, bien évidemment, mais de l'écrit surtout. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de questionner le cinéma à travers les chaînes YouTube donc de ce milieu-là? Qu'est-ce que vous en pensez en général? Alors ça fait pas très longtemps que je commence à regarder. Ouais. Je regarde beaucoup maintenant. Je regarde surtout beaucoup pour les films que je n'ai pas encore vus, pour savoir, pour prendre un peu le, 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 le point sur le film. Euh, c'est difficile à dire parce que il y a tout et rien en fait, un peu sur YouTube. La parole est assez libre, ce qui est bien aussi en même temps parce que on retrouve un peu cette même énergie qu'il y a pu y avoir. Je l'ai pas connu, mais il y avait les libres antennes un peu, enfin je l'ai connu un peu après, mais les libres antennes sur la radio quand la Ouais, radio un peu a 80, été. 90. Ouais, c'est ça. Donc maintenant que c'est un peu tout est formaté en termes de télévision et autres, on peut même Canal+, parce que moi je suis plus un enfant de Canal+, et c'était quand même, on peut dire que c'était une libre antenne au départ. On peut retrouver parfois ce sentiment-là. Euh, je regarde, je m'abonne beaucoup, je me désabonne énormément. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a beaucoup qui m'ennuient, parce qu'ils rabâchent les mêmes choses, ils parlent toujours des mêmes films et ils disent toujours la même chose. Après, je me positionne beaucoup sur certains qui est un peu comme le Fossoyeur de film. Je trouve là, on ressent la personnalité de l'intervenant. Je sais que vous l'avez interviewé, j'aime bien Merege, il y a une certaine énergie. Mhm. Et puis d'autres, mais sur le sentiment, sur la critique sur YouTube, j'aime bien l'énergie. J'aime bien l'énergie, j'aime bien la personnalité des intervenants. J'aime pas tout, mais c'est surtout ça. Je vais chercher, pour ma part, je vais chercher l'énergie, quoi, qu'ils font passer. L'énergie. Mm. Aujourd'hui, comment vous voyez un peu l'évolution de votre revue, en sachant que on traverse tous une situation qui est extrêmement difficile. Est-ce que vous réfléchissez à l'après? Est-ce qu'il va y avoir des répercussions sur votre manière de questionner le cinéma? Alors l'évolution, c'est très bizarre parce que nous, on a décidé de se structurer un peu mieux juste au moment où le Covid arrivait. Donc on a créé toute une structure plus professionnelle autour de Close Up Mag qui a intégré une société d'édition et de distribution. Elle a été Mhm. englobée dedans. Donc on a des meilleures finances aujourd'hui, on va commencer à se développer et on commence aujourd'hui à vouloir commencer à faire un peu de ravalement de façade. Donc on est en train de comment dire de voir un peu à droite à gauche qui va pouvoir nous aider pour tout restructurer un peu mieux. Mhm. Ça, c'est la première étape de faire évoluer le site, de proposer autre chose, de proposer plus de podcasts, parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Et ensuite, c'est vrai qu'on parlait de YouTube, j'aimerais bien, mais bon, je sais pas sur YouTube peut-être, mais proposer peut-être des contenus vidéo, peut-être. Mhm. Je sais qu'il y a beaucoup qui en font, mais travailler le format peut-être, mais ça viendra pas tout de suite. Il y a beaucoup d'autres choses encore à faire. Euh, mais pour le moment, l'évolution, ça serait pas mal de retrouver déjà quelques projections presse, de pouvoir ressortir et de pouvoir repartir en festival. Là, par exemple, le dernier Gérard Armé nous a beaucoup manqué parce qu'on n'a pas pu y aller. Ça a été en ligne, mais là, la prochaine étape en tant ça va être de restructurer le site et d'avoir un meilleur référencement et de pouvoir peut-être proposer autre chose, de faire de nouvelles rubriques, peut-être accueillir plus de rédacteurs pour compléter un peu l'équipe. Ça va être ça, sûrement. D'ailleurs, vous recrutez, hein, c'est bien mis en évidence sur la page Oui, d'accueil de votre site. Ouais. ça fait un peu un certain moment, un certain temps qu'elle y est, mais on a recruté quelques rédacteurs, mais en même temps, il y en a d'autres qui sont partis vers d'autres choses, donc ça a été un peu, c'est toujours un équilibre qui se crée entre 6 et 7, donc on aimerait bien quelques plumes en plus, mais pour le moment, ça reste bénévole encore, parce qu'on n'a pas des super grosses finances pour beaucoup trop de rédacteurs.
Donc, mais c'est pour ça qu'on se structure pour faire évoluer cette formule et pour pouvoir commencer à payer quelques piges et y être un peu plus. Bon, on est déjà pas mal structuré, hein, parce qu'on a quand même structuré. Il y a des publications tous les jours. On n'a pas un jour de perte. Mais ça serait vraiment de pouvoir commencer à payer des piges et surtout à mieux structurer le site pour avoir un meilleur référencement. Quand on baigne un petit peu dans le milieu journalistique et quand on découvre la page d'accueil de votre site, on sent qu'il y a une structure, on sent qu'il y a quelque chose derrière en tout cas. Voilà. On a En tout essayé, cas, on a essayé. oui, mais ça se voit. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui, voilà, c'est pas un blog, même si c'est Ok. très bien les blogs, mais ça se Oui, voit qu'il oui, y a c'est très quelque bien. chose de structuré. Il y a quelque chose de structuré. En tout cas, le lien qui renvoie à cette revue de cinéma en ligne se trouvera bien évidemment sur la page dédiée à cet épisode de Fait Croquer. On continuera de vous suivre. En tout cas, moi, je vais continuer de vous suivre. Ça m'intéresse de voir un peu jusqu'où vous pouvez aller, ne serait-ce qu'au niveau des podcasts. Et en tout cas, je vous remercie, Mathieu, de nous avoir accordé ces petits moments pour parler de tout ça, de cette revue de cinéma. Et encore une fois, le lien est dans la page dédiée. Et Close Up Mag, c'était un épisode de Frais Croquet. Merci beaucoup Mathieu et à très vite et bon courage, comme on dit. Bah, je vous remercie, Samir. Merci pour l'invitation et ça a été super de passer un petit moment avec vous et pouvoir expliquer un peu l'envers du décor et le travail et le parcours qui peut amener vers ça, quoi. En espérant que ça permette à d'autres de pouvoir le faire. Ça porte ses fruits. Merci beaucoup Mathieu. À très vite. Merci, Samir. À très vite. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.